politique de la transition numérique de Saint-Marin. Je donne à présent la parole à son Excellence Mohamed Hassan, ministre des Affaires étrangères de la Malaisie. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency, President. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci de m'avoir invité à intervenir à l'Assemblée générale en cette 79e session. Devant vous, ici, je représente la Malaisie et j'aimerais à ce titre réaffirmer notre attachement à la paix, conformément aux valeurs inscrites dans notre chère charte. 79 ans se sont écoulés depuis la création des Nations Unies. Sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes fixés un nouvel objectif, un objectif commun, celui de bâtir un monde meilleur. Et pourtant, pour de nombreux d'entre nous, ce monde n'est pas plus sûr aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 79 ans. Nombreux sont ceux pour qui ce monde est devenu encore plus meurtrier. C'est un monde où la guerre peut être déclenchée à distance et en toute impunité. Un monde où une frappe à l'aide d'un drone peut interrompre des cours dans une école, une opération chirurgicale dans un hôpital ou arrêter un convoi cherchant à livrer de l'aide humanitaire. Et pourtant, nous avons des lois qui devraient nous prémunir contre de telles pratiques. Mais les appels à la paix sont ignorés encore et encore et font face à des vétos. En d'autres termes, c'est un monde où le plus fort continue de faire taire le plus faible, mais un monde où il y a encore plus d'armes que jamais auparavant. Et d'ailleurs, c'est à Gaza que ceci est encore plus vrai. Nous sommes en effet à la croisée des chemins, alors que la gouvernance mondiale échoue encore une fois et que le génocide des Palestiniens se poursuit. Nous sommes pourtant nombreux à avoir essayé de ramener la justice au peuple de Gaza. Depuis presque un an maintenant, nous protestons, nous manifestons, nous affirmons notre volonté d'établir un cessez-le-feu. Encore une fois, nos voix sont ignorées. Elles ne sont pas entendues au Conseil de sécurité, car c'est le pouvoir du veto qui prévaut. Les mécanismes du Conseil de sécurité font l'objet de véritables abus pour autoriser des atrocités de masse. Comment justifier encore plus longtemps le fait que nous n'ayons pas pu obtenir de cessez-le-feu? Nous n'avons plus d'excuses. Il n'y en a tout simplement plus. L'heure est venue de régler le problème. Le veto ne devrait pas être exercé impunément. Il devrait y avoir des exceptions. Il doit y avoir des exceptions dans des cas de crimes contre l'humanité, d'attaques contre des infrastructures civiles. Nous devons tous nous engager en faveur de la réforme des Nations Unies, car la justice commence là où prend fin l'impunité, là où commence la reddition de comptes. Mais le veto, qui est par définition indémocratique, non démocratique, doit être limité, voire aboli. La paralysie du Conseil de sécurité est humiliante. Il faut y remédier en donnant les moyens à l'Assemblée générale d'agir, là où la majorité des États membres peuvent s'exprimer. Notre volonté de réformer est une question de vie et de mort pour d'innombrables personnes innocentes. Des enfants sont en train de mourir, anéantis par des frappes, par des missiles. Il est temps aujourd'hui de donner à l'État de Palestine un État. 143 États membres ont appuyé le principe d'égalité entre nations en
octroyant le droit à l'État de Palestine d'en jouir. La majorité a parlé. Maintenant, il reste une minorité qui doit rejoindre la majorité dans cette entreprise. C'est en dialoguant, en promouvant la diplomatie que nous pourrons trouver des solutions à long terme. Ce n'est pas par la punition collective, ni par des famines provoquées de toutes pièces, fabriquées de toutes pièces, ni par l'impunité, ni par le mépris du droit international. C'est le respect du droit international, le dialogue qui ont été à compromis. Israël a violé toutes les règles du droit international, la Convention de Genève, les principaux traités des droits humains. Il y a quelques mois, le monde a pu voir à quel point Israël faisait fi des Nations Unies lorsque un de ses représentants a déchiré en toute insolence la Charte des Nations Unies, ici même dans cette salle. L'action d'Israël, chaque jour qui passe, remet en question sa volonté de respecter le système des Nations Unies, ses valeurs et les membres de ces organisations. C'est une occupation qui est illégale, un système d'apartheid, une discrimination institutionnalisée à l'encontre des Palestiniens. C'est ce à quoi nous assistons. Le régime israélien a déclaré son intention d'effacer une population entière de la carte. Ceci est un génocide. La question ne se pose même pas. L'ONU ne peut pas ne rien faire face à cela. Il faut utiliser les processus existants ainsi que les mécanismes développés par le Conseil des droits de l'homme. Nous appelons donc la communauté internationale à réinstaurer le comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid. Le Conseil de sécurité invoque le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il doit maintenant imposer un embargo immédiat sur les armes livrées à Israël. Il faut d'abord limiter ou abolir le droit de veto, donc. Deuxièmement, continuer de donner plus de voix à l'Assemblée générale. Et troisièmement, mettre fin à l'afflux d'armes vers des États voyous qui prouvent des centaines de fois leur volonté de commettre des crimes contre l'humanité. Les plus puissants peuvent peut-être se comporter de manière à donner l'impression que c'est la loi du plus fort qui prévaut. Mais aux Nations Unies, la voix de la majorité ne saurait être ignorée. Nous devons donner plus de moyens aux petits pays, répondre aux défis de notre époque. Le paysage international est en constante évolution, Monsieur le Président. Les rivalités entre superpuissances, les incertitudes économiques à l'échelle mondiale, les changements climatiques, les inégalités en matière de développement et tous les malheurs qui s'en suivent. Nous ne sommes pas épargnés en Asie du Sud-Est. Et pourtant, depuis des décennies, nous surmontons ensemble tous les obstacles. Nous les franchissons. Nous l'avons fait ensemble grâce à l'ASEAN. C'est grâce à l'ASEAN que nous avons pu nous propulser en avant. C'est dans cette architecture internationale qui favorise la paix, la sécurité, l'économie et l'identité régionale que nous avons prospéré. Mais les années à venir sont des années décisives. La résilience de l'ASEAN, ses normes, son identité, ses processus et ses mécanismes doivent prévaloir. La Malaisie va présider l'ASEAN en 2025 et nous savons qu'il faut réaffirmer l'ASEAN qui est l'organisation chef de file pour la région Asie-Pacifique. Au cours de notre présidence, nous mettrons l'accent sur la volonté de résister aux défis futurs. Nous allons insister sur le renforcement des aspirations mondiales, sur les politiques inclusives axées sur les populations et sur les mécanismes axés sur le futur. Nous allons renforcer le rôle central de l'ASEAN, alors même que des pactes multilatéraux émergent dans toute la région. C'est absolument fondamental pour que la région ne soit pas prise au piège des rivalités géopolitiques et d'une éventuelle escalade. La centralité de l'ASEAN doit également passer inévitablement par le règlement des problèmes en mer de Chine méridionale. Cette mer de Chine méridionale abonde en ressources. Elle est
joue un rôle vital en matière de navigation, mais elle est aussi au cœur de tensions géopolitiques croissantes. L'escalade rhétorique est déjà suffisamment dangereuse. Nous ne devons pas laisser la situation dégénérer. Nous ne devons pas laisser la méfiance s'installer. Cela ne profite à personne. Cela ne fait que saper la sécurité et déstabiliser le commerce mondial. Nous devons donc ouvrir la voie à une nouvelle vision de la mer de Chine méridionale. Un futur marqué par la paix, la stabilité et la coopération. L'approche qu'il faut adopter doit être fondée sur la coopération, sur la diplomatie et le dialogue. J'appelle donc les pays de la région à se conformer à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dans la gouvernance maritime. La coexistence pacifique doit prévaloir. C'est une priorité. C'est une des raisons pour lesquelles les États membres continueront de travailler ensemble pour respecter le consensus en 5 points de l'ASEAN, pour trouver des solutions, pour une plus grande assistance humanitaire, notamment en Myanmar. La diversité de notre région n'est pas un obstacle, elle symbolise notre pouvoir et notre volonté de jeter des ponts. Il va sans dire que nos efforts au sein de l'ASEAN visent à faire prévaloir le dialogue et à associer toutes les parties prenantes pour résoudre ensemble les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est ce qu'entend faire la Malaisie. Car ce que nous voulons, c'est voir éclore une région où la paix est pérenne, où la sécurité et la stabilité sont durables, où la croissance économique et le progrès social sont des réalités, où la prospérité est partagée. La prospérité partagée, c'est une sorte de fantôme en géopolitique. On en parle beaucoup, mais on ne le voit jamais. Les pays du Sud global continuent malheureusement d'être marginalisés, sont sous-représentés dans les efforts d'atténuation des effets des changements climatiques, dans le développement socio-économique à l'échelle mondiale, dans l'éducation, la santé, le développement des infrastructures, et j'en passe. Les mécanismes internationaux n'ont pas permis de s'adapter aux réalités actuelles, isolant et pénalisant les pays en développement, les culpabilisant et méprisant leurs besoins. L'infrastructure, la technologie et les ressources n'ont pas empêché les pays en développement n'ont pas permis aux pays en développement de se développer comme ils le méritent, mais ils restent néanmoins des acteurs importants dans le système international. Leurs aspirations sont tout aussi importantes. L'accès équitable au financement du développement est un des principaux obstacles. Les modèles de financement innovants qui promeuvent la durabilité, la conservation, l'action climatique et la réalisation des ODD devraient faire partie des solutions multilatérales nouvelles. La crise climatique est peut-être la crise la plus urgente de notre époque. Ce n'est plus une menace lointaine. Elle est à nos portes, elle transcende les frontières, elle perturbe nos économies, déplace des communautés entières. Les données scientifiques ont parlé. Nous voyons des niveaux sans précédent de réchauffement, de phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que l'effet dévastateur de l'élévation du niveau de la mer. Les efforts à l'échelle nationale ne suffiront pas. La crise climatique nécessite des solutions mondiales sous forme de financement climatique, de transfert de technologies et de renforcement des capacités. Il faut continuer de promouvoir une approche équitable et juste pour répondre aux besoins du Sud global. Dans le même temps, la Malaisie plaide en faveur de l'unité du Sud global. Nous avons une vision plus large de la paix, du développement, de l'ordre multipolaire. Cette vision passe par l'autonomisation des voies du Sud. Les pays du Sud global recèlent un potentiel immense en matière de paix et de justice. C'est grâce à la solidarité entre pays en développement et grâce au soutien mutuel et à la compréhension que nous y arriverons. C'est fondamental. Le progrès doit être accessible à tous. Le Sud global réclame votre attention. Nous ne devons laisser personne pour compte. Hélas, les tendances mondiales pointent dans la direction opposée. Dans le monde, nous voyons une montée des discours de haine et des violences infligées aux minorités. Ces dernières années ont été assombries par l'essor de l'islamophobie en particulier. La tendance que nous observons est alarmante. La haine, l'intolérance et les actes de violence à l'encontre des musulmans sont de plus en plus fréquents. Cela nous choque
Et nous pouvons laisser cela se poursuivre. À l'ère de la mondialisation, nous pouvons tous coexister. Et c'est à nous, sous la bannière d'un monde uni, de faire en sorte que la paix triomphe. Nous devons agir maintenant. La Malaisie plaide en faveur de la désignation le plus tôt possible d'un envoyé spécial des Nations Unies pour combattre l'islamophobie. C'est en nourrissant le dialogue entre les communautés que nous réussirons à promouvoir l'acceptation et la compréhension. Nous sommes disposés à appuyer tous les efforts en ce sens ici aux Nations Unies. Si l'islamophobie est une menace pour les musulmans, la haine contre toute religion est de nature à saper les valeurs universelles de justice et de paix, alors que nous nous sommes engagés à protéger ces valeurs. Nous sommes à la veille du 80e anniversaire des Nations Unies, Monsieur le Président. Nous avons accompli des miracles ensemble. Notre histoire est une histoire de succès pour l'humanité, une histoire de réussite. Nous devons reconnaître que des maladies ont été éradiquées. Nous avons nourri des populations affamées. Nous avons pris des mesures décisives contre l'apartheid au XXe siècle. Nous devons le faire encore aujourd'hui. Notre détermination à faire prévaloir la justice ne faiblira pas. Aussi difficile soit la tâche qui nous attend, il ne faut pas qu'il y ait de doute. La question qui nous intéresse aujourd'hui à Gaza est un test pour les Nations Unies. Que ce problème qui dure depuis 76 ans soit réglé aujourd'hui. C'est à nous de tout faire pour le régler. Nous appelons donc à la fin de l'occupation et nous appelons le régime israélien à respecter les décisions de la Cour internationale de justice. Que nos rêves d'une Palestine libre vivent au-delà d'aujourd'hui et au-delà des paroles que nous prononçons ici. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires